Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir les différents types de blockchain. Ce sera principalement une petite présentation théorique vu qu'au niveau de la formation que je suis en train de vous préparer en parallèle avec cette formation sur la crypto-monnaie, on va pouvoir découvrir donc la blockchain de manière très pratique. Donc pourquoi je fais pas trop de pratique sur la blockchain et ainsi de suite donc sur cette première partie, donc sur ce chapitre, c'est tout simplement parce que c'est pas notre sujet de prédilection, mais c'est surtout une introduction pour bien comprendre comment ça se passe au niveau de l'environnement des crypto-monnaies. Donc c'est principalement pour ça, pour que vous puissiez sortir avec un maximum de valeur ajoutée, mais aussi que vous puissiez comprendre ce qu'est vraiment une crypto-monnaie, comment ça se passe au niveau du réseau blockchain, comment les données vont être échangées, et ainsi de suite. Donc chose qu'on va pouvoir découvrir ensemble, surtout au niveau de la prochaine présentation, qui va pouvoir traiter les systèmes donc distribués. Sans plus tarder, donc le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir les différents type de blockchain, sans oublier une discussion très importante concernant le consensus, surtout pour ceux qui vont pouvoir donc chercher à analyser profondément le fonctionnement d'une crypto-monnaie ou tout simplement qui ont une vision à long terme pour les tokens au niveau d'un réseau blockchain interne à l'entreprise ou à l'organisme pour être plus généraliste, mais aussi ça vous fait de très bonnes bases pour la prochaine formation qui va suivre. Et ainsi de suite. Commençons tout d'abord par discuter de la blockchain. Donc par les types de blockchain pour être encore plus précis. Donc à savoir qu'il existe en fait deux principaux types de blockchain. Donc on peut citer deux grandes familles et après en fait on peut détailler par la suite par rapport aux autres. Donc vous l'aurez compris pour ceux qui font beaucoup plus de l'infra et ainsi de suite, du cloud aussi. Donc on va trouver en fait la blockchain publique et privée. Au niveau de la blockchain publique, en fait, tous les nœuds du réseau d'échange sont contrôlés par le réseau peer-to-peer. Donc, il n'y a aucune barrière d'entrée, aucune permission à demander pour effectuer une transaction et tous les acteurs sont donc en situation égalitaire dans leur participation au réseau. Donc, c'est le cas, par exemple, de la monnaie du Bitcoin ou encore de l'Ethereum. Donc, c'est un réseau blockchain qui est public. C'est ce qu'on appelle aussi la blockchain originale, à savoir qu'on peut aussi la définir en tant que base de données ouverte et accessible à tous, sans restriction et sans identification préalable. Donc vous l'aurez compris aussi par rapport à la blockchain privée. Donc c'est en fait ce qui va pouvoir concerner et qui va être beaucoup plus adapté au monde de l'entreprise. C'est en fait, disons, un blockchain d'un consortium qui est plutôt hybride ou totalement privé. Donc à savoir que côté définition, on peut dire en fait que la blockchain privée tourne sur un réseau qui est privé, donc sur lequel le gérant peut modifier le protocole quand il le souhaite, et personne ne peut y participer sans y être autorisé. Donc on remarque déjà que c'est beaucoup plus adapté aux organismes, surtout aux banques, qui veulent donc travailler avec ce type de système. Donc cette blockchain n'est pas en fait très intéressante. Pourquoi? Elle est scalable à l'infini, oui, donc contrairement à la blockchain publique, mais son intérêt est limité, donc puisqu'elle ne fait pas le lien entre les différents acteurs. Donc les blockchains privées sont en fait beaucoup utilisées par des acteurs comme des banques pour expérimenter en interne sur la blockchain et accroître leur connaissance de la technologie. Donc cela les aide à mieux appréhender la blockchain pour l'utiliser dans le futur, dans des scénarios qui sont beaucoup plus complexes. À savoir que les blockchains privées peuvent aussi permettre de raccorder différents systèmes d'information qui ne se parlent pas bien au sein d'une même entreprise. Et ensuite viennent les autres types de blockchain. Donc on peut citer parmi les plus connus donc les semi-privés. Ou comme son nom l'indique, c'est tout simplement une blockchain qui a une partie privée et une autre publique. Donc la partie privée est contrôlée par un groupe d'individus et donc la partie publique est ouverte à la participation de tous. Vous remarquerez, il n'y a pas qu'un seul type, il y en a plusieurs et chaque jour on a de nouveaux termes qui vont pouvoir apparaître, mais en fait ça dépendra de votre cas
et de votre contexte. Donc il n'y a pas vraiment de blockchain à utiliser, mais plutôt de cas spécifiques où l'on va pouvoir implémenter un certain type de blockchain. On retrouve aussi les sidechains. Donc les sidechains vont pouvoir surtout être utilisés comme extension. Donc extension qui va permettre par exemple, disons, de pouvoir donc faire déplacer donc des tokens ou des coins, c'est-à-dire de la monnaie virtuelle, d'une blockchain à une autre et vice-versa. Donc c'est surtout aussi utilisé dans la création de nouveaux coins, donc ce qu'on appelle des altcoins ou alternative coins, donc ce qu'on va découvrir au niveau du deuxième chapitre, et aussi bien sûr pour apporter des points en plus par rapport à une blockchain. Donc par exemple dans le cas du Bitcoin, ce processus va pouvoir par exemple activer et permettre donc la création de smart contracts au niveau donc du réseau Bitcoin. On a un exemple qui est très très connu, qui est tout simplement donc Rootstock, et donc qui va nous permettre de pouvoir rajouter la possibilité de construire et de bâtir des smart contracts donc au niveau donc ou par rapport au Bitcoin. Et c'est en fait très très simple. Donc c'est juste en fait tout simplement donc c'est des blockchains qui vont se greffer par exemple à d'autres blockchains. Donc entre autres par exemple dans ce cas-là, donc notre sidechain va pouvoir se greffer au Bitcoin, donc ce cas d'exemple que je suis en train de donner, pour effectuer des tâches, donc disons des plus disparates. Donc par exemple une sidechain qui est horodatée sur la blockchain, donc dit Bitcoin, permet par exemple de réduire le temps de confirmation en ouvrant la porte à des nouveaux cas d'utilisation. Donc la valeur de la pièce du Bitcoin est transférée de la blockchain, donc Bitcoin, à la sidechain, et donc et vice versa comme vous pouvez le voir, et donc en créant un alias de la monnaie originale. Donc la pièce de monnaie va maintenant sur le sidechain et peut se déplacer vers d'autres sidechains en traversant ou bien revenir en arrière vers la blockchain du Bitcoin. Donc pas de plateforme séparée, juste une ou plusieurs blockchains multiples, toutes connectées avec la blockchain Bitcoin, éventuellement entre elles. Et donc c'est aussi simple que ça. Donc, et donc le sidechain va nous permettre aussi de pouvoir ajouter beaucoup plus d'extensions selon les cas. Donc chose qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau de la prochaine formation sur la blockchain. Concernant le Permissioned Ledger, ça va concerner tout simplement une blockchain où tous les participants du réseau sont déjà authentifiés, donc connus et fiables. Donc ils n'ont pas besoin donc d'utiliser un mécanisme de consensus distribué, et à la place un protocole d'accord est utilisé pour maintenir une version partagée. Donc entre autres une version partagée de la vérité entre parenthèses sur l'état des registres sur la blockchain. Et donc de ce cas-là, pour la vérification des transactions, donc tous les vérificateurs sont déjà présélectionnés par une autorité centrale et il n'y a généralement pas besoin d'un mécanisme spécialisé pour ça. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'extraction. Donc je remarque aussi qu'il y a une petite erreur qui est très très commune, c'est qu'on pense en fait qu'il est nécessaire d'avoir une blockchain privée pour ça, donc pour ces permission ledger. En fait non, donc ça peut être une blockchain publique, mais avec un contrôle d'accès qui est géré par l'autorité. Même pour le Bitcoin, ce dernier peut devenir un permission ledger si une couche de contrôle d'accès est introduite, et donc que celle-ci vérifie l'identité des utilisateurs et les autorise ensuite à accéder à la blockchain. En gros, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est tout simplement d'obtenir ou d'avoir en fait une blockchain ou d'avoir une blockchain donc qui nécessite une autorisation afin de pouvoir lire
les informations qu'elle contient. Donc ceci dans le but de limiter donc, les parties qui peuvent effectuer des transactions dans la blockchain et afin de déterminer qui peut se servir du réseau en écrivant de nouveaux blocs dans la chaîne. Il y a aussi d'autres cas donc d'exploitation donc de ce type de blockchain, mais ceci va pouvoir être traité par la suite au niveau de la prochaine formation. C'est là en fait on va vraiment aller beaucoup en profondeur par rapport à la blockchain. Donc on revient sur les différents types avec le distributed ledger qui est de plus en plus utilisé pour désigner en fait les blockchains privées et les consortiums. Donc disons que les puristes vont pouvoir considérer qu'on ne peut pas dans ces cas-là parler de blockchain. Mais pour les pro-Bitcoin, la seule vraie blockchain est une technologie de registres partagés décentralisés, tandis que les registres distribués dans une entité unique ou un groupe ne peuvent pas bénéficier de ce terme. On les appellera donc les distributed ledgers. Pour résumer encore une fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est tout simplement où l'idée en fait est que contrairement à beaucoup d'autres blockchains, les enregistrements seront stockés de manière contiguë au lieu d'être triés en blocs comme dans la plupart des blockchains et donc de manière contiguë comme on le retrouve au niveau de Ripple. Donc on va avoir un petit cas d'étude sur le Ripple par la suite au niveau de la prochaine présentation et on va pouvoir en discuter. On retrouve enfin donc le shared ledger qui est un terme générique pour décrire donc toutes les applications aux bases de données partagées donc, par le public ou donc par un consortium. Donc généralement donc toutes les blockchains entrent dans la catégorie d'un registre partagé ou ce qu'on appelle un shared ledger. Je rappelle que ledger en anglais c'est registre. Et pour finir cette partie-là, donc nous allons la finir avec les deux derniers types qui est le tokenized blockchain et le tokenless blockchains, où donc ces blockchains donc sont donc des blockchains donc standards, donc pour les tokenized, qui vont pouvoir générer des crypto-monnaies à la suite d'un processus de consensus via du mining ou de la distribution initiale, donc ce qu'on appelle les ICO. Et l'Ethereum et le Bitcoin représentent des parfaits exemples de ce type de blockchain. On retrouve aussi de l'autre côté donc les tokenless blockchains qui représentent donc des blockchains qui sont conçus dans un sens qui est un petit peu spécial et en fait qui n'ont pas, pour être très bien précis et il faut bien faire attention aux termes, qui n'ont pas d'unité de transfert de valeur qui est basiquement utilisée. Mais ils ont toujours de la valeur. Elles sont valables dans des situations où il n'est pas nécessaire de transférer de la valeur entre les différents nœuds du réseau, et seul donc le partage de données entre diverses parties de confiance est requis. Donc on retrouve vraiment beaucoup de cas par rapport à ce type de blockchain qui sont en train de voir le jour de plus en plus. Avant de faire une petite, disons, comparaison entre les différents types de blockchain, donc les deux principaux types qui sont le public et le privé. Et donc on va essayer de pouvoir discuter un petit peu du consensus. Donc on en a discuté rapidement au préalable. On a dit, et comme la plupart des sites vont pouvoir le définir, qu'un consensus caractérise l'existence parmi les membres d'un groupe, d'un accord général, donc c'est une sorte de manifeste, positif et unanime, pouvant permettre de prendre une décision ou d'agir ensemble sans vote préalable ou délibération particulière. Et lorsqu'on parle de blockchain, on finit irrémédiablement par mettre en avant le mode de gouvernance de celle-ci. En effet, dans un système centralisé traditionnel, le mode de gouvernance est tout aussi centralisé et simplifié. Et ainsi, tous les acteurs du système vont pouvoir s'appuyer sur un tiers de confiance connu de tous et faisant foi pour définir les règles du jeu et jouer le rôle d'arbitre pour mettre tous les acteurs d'accord lorsqu'il y a un besoin d'arbitrage. C'est, entre autres, ce rôle que joue la banque centrale dans ce cas-là. Dans un modèle donc centralisé, le consensus n'est pas nécessaire ou donc en tout cas pour mener un arbitrage, valider une transaction entre tiers dans un système bancaire. Et la gouvernance donc dans ce cadre est simplement assurée par le tiers identifié. Donc à l'inverse du modèle qui est décentralisé, sans intermédiaire,
comme celui de la blockchain, où le mode de gouvernance est tout autant décentralisé, et ainsi donc le logiciel qui fait tourner la blockchain et qui est installé sur les ordinateurs de tous les utilisateurs du réseau ne peut être modifié sans qu'il existe un consensus global par des utilisateurs. Par exemple, admettons qu'un utilisateur décide de modifier le code source du logiciel avec ou y introduisant donc une règle malveillante qui va pouvoir transférer un taux d'argent pour chaque transaction validée. Et bien, comme il existe ceci ne peut se faire car il n'existe aucun organe central pour valider et rediffuser cette nouvelle version du logiciel. Et c'est en fait par consensus que tout cela va pouvoir être effectué. Et pour résumer tout ça dans des termes qui sont beaucoup plus adéquats, je dirais qu'un consensus est un concept distribué qui est utilisé dans la blockchain afin de fournir un moyen de preuve, afin de pouvoir accepter une version unique, entre parenthèses, de vérité, par tous les pairs du réseau blockchain. Il existe un grand nombre d'algorithmes de consensus qui ont été présentés. Bien sûr, ceci n'est pas la liste exhaustive. Et vous pouvez même utiliser votre propre algorithme. Ceci n'est pas important tant que c'est fiable. Et en fait, on retrouve 4 principaux algorithmes. Le POW, le POST, le PBFT et le POA. Donc le POW, le Proof of Work, ou la preuve de travail, ou dans une blockchain publique, les ordinateurs des miners sont mis à disposition pour résoudre un problème mathématique compliqué. Donc on a vu l'exemple tout à l'heure pour trouver le nonce, ça peut aussi être autre chose. Et en fait, le premier qui trouve la solution gagne une récompense du prochain bloc de la chaîne. C'est sécurisé, éprouvé et robuste. L'inconvénient, c'est que c'est très consommateur d'électricité et de matériel informatique, d'où on a une principale tendance à utiliser tout ce qui est ASICS, les petites puces, ou encore de pouvoir utiliser des GPU pour pouvoir miner, avoir plus de puissance de calcul. Donc tout ça, on va le discuter vraiment en détail dans la partie mining, dans le prochain chapitre sur les crypto-monnaies. Principalement aussi le Proof of Work a été introduit par Nakamoto, dans le paper officiel du Bitcoin. On a aussi le Proof of Stake, ou la preuve d'enjeu, où le validateur des transactions, où les validateurs de transactions doivent émettre ou mettre en gage la possession de crypto-monnaies pour recevoir une récompense. Donc si un nœud est malveillant, il peut perdre comme spécifié sa mise en gage au profit des validateurs qui sont correctement ou qui sont honnêtement honnêtes. Ses avantages, c'est que c'est peu consommateur en énergie, en ressources, et malheureusement, en fait, ils sont peu testés à grande échelle. Et là, on retrouve vraiment un point qui est très très important, et qui est le Practical Byzantine Fault Tolerance, qui est en fait une approche très très traditionnelle, qui est en fait utilisée dans le protocole de consensus, où les nœuds de ce protocole conservent un groupe de tiers de confiance public et ne propagent en fait que les transactions qui ont été validées par la majorité des nœuds de confiance. En fait, ce dernier va pouvoir avoir une liste qui est connue du départ, de tiers de confiance, qui peut tolérer jusqu'à un tiers des nœuds compromis, et qui va pouvoir être rapide et performante. Malheureusement, on n'a pas de fork ou de réorganisation de chaînes dessus. Et les chaînes privées sont gérées uniquement. Et enfin, on a le Proof of Authority, le POA ou preuve d'autorité, qui représente un consensus dans la liste des validateurs inconnus au départ et qui va valider à tour de rôle un bloc. Donc ce type peut tolérer jusqu'à 49% des nœuds malveillants ou déconnectés. C'est un consensus de groupe rapide, mais il est géré au niveau des chaînes privées uniquement. Et les forks ou réorganisation des chaînes est possible. Et afin de pouvoir choisir déjà si vous avez vraiment besoin de blockchain et de quel type vous avez besoin, donc Deloitte a mis en place un petit diagramme très très sympa pour effectuer votre choix de manière très très rapide. Et en fait, c'est une succession de tests, donc de oui et de non. Et à partir de là, vous avez le choix qui va se faire selon votre besoin de base de données, d'accès partagé en écriture. Donc, s'il y a une confiance entre participants, si vous voulez utiliser un tiers de confiance,
si vous voulez contrôler la gouvernance et si les transactions doivent être publiques ou privées. Donc là, vous avez vraiment le choix. Ça vous donne en fait un petit output selon votre contexte. Si vous voulez utiliser en fait la blockchain publique, privée ou quasiment, si vous en aurez pas besoin. Et pour faire une petite différence entre tout ce qui est public et privé consortium hybride, nous avons que du côté public, un réseau accessible à tous, du côté privé, une restriction à l'utilisation ou à la participation. Donc on peut avoir quand même une utilisation du réseau, récupération d'infos ou autre, mais pas de participation et d'écriture, ainsi de suite. Pour le fonctionnement, pour le public, on a des participants qui sont anonymes, qui vont valider des blocs suivant un protocole de consensus. Ça peut être donc du POW ou du POS pour éviter les attaques malveillantes, donc le POW ou le Proof of Work ou le Proof of Stack, donc on a pu citer au préalable. On a aussi du côté privé une participation donc qui va être identifiée et autorisée pour la validation des blocs. Donc ça c'est beaucoup plus, disons, contrôlé, beaucoup plus orienté organisme. Côté motivation des participants, on a le côté public avec un intérêt économique, donc par l'émission d'une crypto-monnaie, ou du côté privé, consortium hybride, un objectif commun qui est par exemple une réduction des coûts ou de nouveaux cas d'usage concernant les organismes. Et donc concernant l'immuabilité, donc la quasi-immuabilité assure le très grand nombre de participants à une incitation économique. Donc si elle est recherchée donc, du côté privé consortium hybride, elle doit être garantie par des acteurs qui sont identifiés. Par rapport à la gouvernance, donc c'est assez flou, donc il y a un rapport de force entre développeurs, utilisateurs, miners et investisseurs, mais par contre pour le volet privé, donc les acteurs sont identifiés et la décision est prise par un seul acteur. C'est vraiment une blockchain totalement privée, ou donc dans le cas d'une blockchain totalement privée, donc ou une majorité dans un consortium. Et pour votre choix, je vous ai aussi laissé donc un autre document qui a été fourni donc par Deloitte, donc qui est aussi accessible publiquement sur internet, donc un petit tableau récapitulatif donc de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là vous avez tous les différents volets avec les usages des différentes blockchains, donc par rapport à l'usage, à la sécurité, la confidentialité, la scalabilité et l'accessibilité. Je vous évite donc le calvaire de la lecture. Et je vous laisserai donc y jeter un coup d'œil. Donc vous trouverez la photo sur les ressources, le PDF sur les ressources aussi, et donc aussi sur la présentation PowerPoint, donc le PDF que vous allez récupérer au niveau des ressources. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.